Alors, comment on peut définir la liberté de conscience? Qu'est-ce qu'on entend dans cette idée? Oui, le fait de pouvoir penser ce qu'on veut. D'accord. Et adhérer à une religion de manière indépendante. Oui, et puis aussi dans l'idée de donc ce qu'on veut. Souvent, on parle de neutralité par rapport à la religion, de liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. C'est ça qui est important dans l'idée de laïcité, c'est le fait qu'on puisse croire, ne pas croire, mais qu'on puisse aussi changer de religion, ce qu'on appelle l'apostasie. C'est aussi à cette période l'apparition de la liberté de la presse. Et c'est cette loi que nous, on utilise dans les permanents juridiques, d'ailleurs, sur la liberté d'expression, encadrée par les lois de la presse, où à un moment donné, le blasphème n'est plus un délit. C'est la liberté de pouvoir critiquer, je dis bien, les religions, et pas une personne qui est d'une certaine religion. Le fait d'avoir des stéréotypes, c'est tout à fait normal, on est obligé d'en avoir. Et comme ils sont présents et diffus dans la société, on les intègre dès 6-8 ans. Donc à 6-8 ans, toutes les saloperies que vous avez au fond de votre crâne, que vous repoussez en permanence, c'est-à-dire les stéréotypes sur les grandes catégories, vous les avez assimilés. Ça, c'est lié au mode d'apprentissage. Un gamin, quand il commence à comprendre son rapport au monde, ça, vous allez lui dire, c'est une bouteille d'eau. Vous avez une bouteille en verre à côté, le gamin, vous n'allez pas lui expliquer la différence entre le plastique et le verre. En gros, vous résumez la réalité, si vous voulez. En quelque sorte, on fait du stéréotype. Bienvenue à ces universités d'automne. Nous serons environ 200 à nous réunir pendant ces 3 journées. La montée des extrêmes droites, des nationalismes au niveau européen doit, pour nous, être un élément de vigilance extrême. Il faut, je pense, replacer cette montée des nationalismes pour nous dans un contexte plus global, qui est le contexte de la montée des forces identitaires, où finalement chacun devrait mettre en avant une identité fermée en confrontation avec les autres. On le voit évidemment avec les extrêmes droites à travers une identité blanche qu'il faudrait préserver, souvent d'ailleurs en mettant en avant la culture du cochon. On voit également cette montée des forces identitaires dans les populations d'origine immigrée. On voit bien comment les islamistes, par exemple, essayent d'enfermer des populations dans une vision rigide et de confrontation à partir d'une source religieuse. Et on voit bien que cette montée des identités est une montée qui se fait en miroir, puisque la montée de l'identité fermée et agressive des uns va justifier que les autres répliquent, et c'est ainsi que les discours sont montés. Mais il y a quand même dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de la France, des forces extrêmement lourdes, des capacités de résister à ce qui peut être le pire en termes d'évolution. Et donc il faut aussi avoir confiance dans ce que nous représentons, dans ce que nous portons, et ne pas être finalement timide sur les lignes qui sont les nôtres. Donc, il est important évidemment de se structurer, de penser à de l'action, de se projeter, parce que ce que nous portons, c'est ce qui est juste et c'est ce qui représente l'avenir de l'humanité. Ces 3 jours de partage, d'échange à travers des conférences, des ateliers, des formations, c'est un temps de formation extrêmement important pour l'association, parce que c'est là où on va discuter des grands sujets d'actualité, des sujets qui sont essentiels pour nous à l'instant T, qu'il faut mener, les combats qu'il faut mener dans la société. Les universités d'automne, c'est un moment de formation qui permet à la fois de créer des débats sur des thématiques en lien avec des sujets qui sont liés à l'antiracisme. Donc c'est important pour les intellectuels, les journalistes, les universitaires d'appartager leurs expériences avec des jeunes militants ou des moins jeunes pour les amener à réfléchir, pour que les gens aient une vision claire à la fois des enjeux qui nous attendent les uns et les autres, mais aussi des combats et comment les structurer. À SOS, on a contribué à ce que la question des discriminations ne soit pas une question secondaire. Dans les années 90, on a remis au goût du jour le testing devant les boîtes de nuit, les opérations de testing dans les agences immobilières. On a tellement gagné des combats devant les tribunaux qui ont condamné des organismes HLM, des boîtes de nuit qui pratiquaient la discrimination, que 2001, la Cour de cassation valide le testing comme mode de probation et de validation des discriminations. Cette question du contrôle d'identité, elle est aussi
parfois le point de départ de dérive, de harcèlement, mais aussi de violence raciste, j'entends. La personne qui se fait contrôler aujourd'hui ne peut pas prouver qu'elle a été contrôlée s'il n'y a pas de témoin. La question du ticket de contrôle, elle permet à une personne qui est contrôlée de dire au juge « Regardez, aujourd'hui j'ai été contrôlée 5 fois. Pourquoi ? Quels sont les motifs ?» Si le policier met le motif du contrôle, il contrôlera beaucoup moins parce que du coup, il faudra qu'il trouve d'autres motifs que la simple couleur de peau de la personne ou sa tenue vestimentaire ou le fait qu'elle porte une casquette. Il y a des dérives terribles qui se font à partir du contrôle d'identité. Lorsque Théo, ça s'est produit sur Aulnay-sous-Bois, c'était une brigade qui était connue pour des faits similaires. C'est une brigade qui venait, qui embarquait des jeunes, qui allaient dans les parcs, qui les tabassaient, qui les laissaient là et qui s'en allaient. Il y a une partie de la population qui ne considère plus la police comme étant quelque chose qui les protège, mais comme étant quelque chose, un lieu d'insécurité. Il faut continuer à informer nos concitoyens sur qu'est-ce que c'est un contrôle au faciès. Chaque fois qu'on a réussi dans une gare, par exemple, quand on voit un contrôle, à informer les gens autour en leur disant « Est-ce que vous pensez qu'il a fait quelque chose, la personne qui est collée contre le mur en public ?» Tout le monde pense que oui, il a fait quelque chose, c'est pour ça qu'il est contrôlé. Et quand on leur dit que, en fait, ce qui déclenche le contrôle, c'est que la personne n'a rien fait. Moi, j'ai été contrôlé en allant à la fac. J'ai été contrôlé en allant au travail. La dernière fois que j'ai été contrôlé, je suis chef d'entreprise, j'étais avec mon stagiaire, qui lui est blanc, qui n'a pas été contrôlé. C'est important de ne pas tomber dans le piège d'être anti-police, puisqu'il y a aussi plein de policiers qui sont victimes aussi. Il y a un vrai problème d'affectation, il y a un vrai problème de formation. Il y a une instrumentalisation de la question avec des syndicats qui sont extrêmement tendus, avec un corporatisme qui est extrêmement fort. En Angleterre, il y avait eu un petit peu de mouvement. En France, c'est vrai que sur cette question-là, l'État a systématiquement fait bloc avec la police. Systématiquement, les directions couvrent les auteurs. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un dénigrement de la police. C'est pas ça, il ne faut pas confondre. On est dans un travail où on veut que la police fasse le ménage à l'intérieur et que la police arrange des choses. Pour qu'on puisse avancer, il faut que les quartiers, les jeunes, comme la police, reconnaissent leurs torts. Sans ça, on ne pourra pas avancer. Parce qu'on se connaît au final. On sait que voilà, dans les quartiers, les policiers ne viennent pas pour rien. Ils ne viennent pas pour rien. Il faut bien reconnaître que dans nos quartiers, il y a des petits cons qui nous gâchent la vie à tous. Des gens qui sont là au coin de la rue, en train de faire leur petit commerce de drogue. On en a marre, nous aussi. Donc, reconnaître qu'il y a des torts des deux côtés, nous, on peut le faire. Mais la police ne le fera pas. Ils ne le feront pas parce que s'ils reconnaissent qu'il y a des fautes dans la police, ben c'est reconnaître qu'il y a des failles dans le système. Et ça va au-delà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir... Blaise m'avait dit qu'il avait essayé d'inviter des syndicats de police. Ben voilà, ils ne sont pas là. Là, il y a un problème, il y a une méfiance envers le système de la police, parce que la relation, la seule que j'ai et que les gens qui me ressemblent ont avec la police, c'est une relation d'humiliation. Quand on regarde des officiers, quand on regarde des cadres, quand on regarde le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas quand même les lieux les plus mélangés de la société. Donc je pense que les écoles de police, les ministères, les cadres des ministères doivent commencer aussi à recruter dans la mixité, doivent inviter des associations dans les écoles de formation pour que les policiers comprennent que, en fait, le citoyen, qu'il soit noir ou arabe ou asiatique ou considéré comme, il reste un citoyen. Donc, on a commencé à filmer les contrôles et à les diffuser. S'ils prennent votre téléphone, il faut que votre ami blanc sorte son téléphone et filme. En général, automatique, ils vous le rendent. Si vous êtes seul, ils peuvent prendre votre téléphone et tout effacer. Porter plainte, ça va faire de l'effet. Si on est 2, ça ne sert à rien. Donc, si demain on est 10 000 à sortir nos téléphones, vous allez voir que le ministre va légiférer. Il y a eu une circulaire récemment du préfet de Paris qui demande au ministre de réagir par rapport à cette histoire de vidéos parce que ça crée des tensions, parce que les policiers, ils n'arrivent plus à être sereins quand ils font un contrôle. Mais entre-temps, il y aura un certain nombre d'entre nous qui auront le téléphone cassé, qui auront la gueule cassée, mais ça, le bénéfice qu'on va en tirer collectivement pour nous et pour la génération
d'après est supérieur. On est en train de nous battre contre un système qui est installé depuis la colonisation où l'homme noir ou l'homme arabe est considéré comme un sous-citoyen et on veut casser ce système-là parce que nos parents s'y sont battus, ils n'ont pas réussi. Nous, il faut qu'on les réussisse. La guerre d'Algérie et la période antérieure de l'Algérie française est une histoire qui évidemment continue à avoir des conséquences parce que le traumatisme, il se transmet. Lorsqu'il n'est pas travaillé suffisamment. On parle d'une guerre dans laquelle il y avait 1 million de personnes qui étaient des citoyens français pour le coup, les pieds noirs, avec le fait que ces pieds noirs sont partis en quasi-totalité de l'Algérie en 62 et que cela n'est pas sans conséquence sur ce que les personnes charrient en termes de nostalgie, en termes de rancœur, par rapport à ce qui était leur pays de naissance, par rapport à ce qu'était le pays de naissance des parents. La question de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne, pose encore problème, est encore présente dans la société française et plutôt par le côté négatif. Les non-dits font que les méconnaissances dans une société rejaillissent sur l'autre, en l'occurrence l'arabe ou le noir, de manière négative et ça mène effectivement aux discriminations, au racisme. L'extrême droite française, ne pas oublier quand même qu'une de ses mamelles principales, c'est la question de l'Algérie française. C'est le fait de s'être positionnés comme étant les défenseurs de l'Algérie française et ils ont utilisé la rancœur que cela entraînait, le fait que la France doive partir de ses territoires pour aussi construire leur légitimité politique et nourrir le racisme anti-arabe. Et l'intérêt de ce projet, ça a été de se dire que finalement les jeunesses françaises et algériennes, ou en tout cas une partie d'entre elles, eh bien, elles étaient capables d'être dans l'énonciation et dans le dépassement de ce passé traumatique. Je pense que c'est le moment ou jamais de prendre la question de l'histoire. Il ne faut pas oublier l'histoire. On a un vécu qui est douloureux, qui est tragique, mais il ne doit pas rester dans ce stade douloureux et tragique. Il doit dépasser vers plusieurs portes. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, on s'est engagé pour la question de l'histoire. D'ailleurs, on a fait plusieurs rencontres, débats, plusieurs séminaires, plusieurs ateliers et formations en Algérie, que ce soit donc dans ce projet Regard croisé, que ce soit bien avant, parce que moi je trouve que clarifier et enlever cette instrumentalisation de l'histoire est vraiment urgent et que faire véhiculer les valeurs de vivre ensemble, de paix, qui vont remplacer donc cette rancune, cet oubli est vraiment important. L'histoire de la France et de tout ce qui s'est passé pendant les nombreuses colonisations, toutes ces violences-là ont constitué, aiguisé notre regard. Et j'en veux pour preuve énormément de réactions autour de moi sur des choses extrêmement violentes, un racisme quotidien qui nous fait sentir un double complexe, à savoir avoir honte d'être arabe ici en France et avoir honte d'être française quand j'allais au Maroc. Cette honte était nourrie par tout un inconscient collectif. Que c'est pas pour rien qu'on refuse à des personnes d'accéder à des postes parce qu'elles ont un patronyme qui ne sonne pas français. C'est pas pour rien qu'à mon jeune âge, j'ai eu envie de prendre à bras-le-corps ce sujet-là. C'est peut-être qu'il faut du temps, que nos grands-parents et même nos parents n'étaient pas à même de prendre en charge ce sujet parce qu'il était trop pressant et qu'ils étaient oppressés. Que ce soit du côté algérien, que ce soit du côté français, c'est des questions qui font encore souffrir. Il faut réparer ces souffrances pour que les générations nouvelles vivent mieux entre elles et pour elles-mêmes. On ne peut pas mettre en œuvre les transformations nécessaires pour faire face, par exemple, au dérèglement climatique si on ne pense pas d'abord à régler des questions liées aux précarités, à l'inégalité ou aux discriminations de toutes sortes. Les premières victimes des conséquences du réchauffement climatique, ce sont toujours les plus démunis. La question du réchauffement climatique, c'est une question de responsabilité des pays riches par rapport aux pays pauvres et à l'intérieur des pays riches, des plus aisés par rapport aux plus démunis. Plus vous montez dans la hiérarchie sociale, plus vous avez des revenus, plus vous polluez, plus vous émettez des gaz à effet de serre. Donc, mais plus vous êtes en bas,
plus vous subissez l'impact. C'est parce que il y a une accélération du réchauffement climatique et de ses conséquences que 20 à 25 millions de personnes chaque année sont déplacées ou réfugiées directement en rapport avec des questions climatiques. Et je trouve complètement incroyable que dans notre pays aujourd'hui, qui est à 5e ou 6e puissance du monde, ça dépend des économistes, mais en tout cas on est dans le peloton de tête, que dans ce pays, on ne puisse pas accueillir dignement les personnes qui viennent frapper à notre porte. Les accueillir en leur offrant, encore une fois, un toit, un endroit où dormir au sec, se nourrir, se reposer, faire une pause et peut-être continuer leur voyage, eh bien, je crois que c'est quand même le minimum. On produit de plus en plus de traités, comme le traité du CETA, dont vous entendez beaucoup parler ces temps-ci, qui abaissent les normes sociales, qui abaissent les normes environnementales, qui abaissent les barrières douanières, mais dans le même temps, on empêche de plus en plus les populations de se déplacer. Si on ne met pas en œuvre les transformations nécessaires, et pour mettre en œuvre ces transformations-là, il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un, c'est le chemin du partage. C'est le chemin de la sobriété. La sobriété, c'est pas avoir moins, c'est avoir mieux. Remettre du sens dans nos vies et peut-être en évacuer un peu le matériel pour revenir vers l'essentiel de la relation à l'autre. N'ayez pas peur de passer pour un rêveur ou pour un utopiste avec ce genre de discours. Parce que le cynisme, on a déjà essayé. Construire une muraille autour des frontières européennes, il ne me semble pas que c'était quand même tout à fait la dynamique qui était à l'origine de l'idée européenne, qui était une dynamique de fraternité entre les peuples, une dynamique de progrès partagé, de progrès commun, une dynamique de liberté de circulation dans l'espace européen. Ça n'était pas une vision de l'Europe forteresse. Les politiques qui sont à l'œuvre sont des politiques de fermeture, de contingentement. Aujourd'hui, l'opinion publique est très inquiète. Vous avez deux extrêmes qui se manifestent, à la fois un groupe identitaire qui a un rapport à l'altérité totalement fermé, mais ça ne va pas vous surprendre, on est du côté du Front National, un autre groupe de l'autre côté qui est plutôt pour l'accueil, et puis une immense inquiétude au centre, et notamment une inquiétude portée par à la fois les milieux populaires et les femmes sur la question du rapport d'égalité homme-femme, d'une population qui est perçue comme venant principalement de territoires où la majorité de gens ont la culture musulmane, et derrière, ça pose évidemment cette question. Lorsque l'on se pose la question du recul global sur ces questions, je crois qu'il y a une responsabilité première. La gauche a failli. Hein, il faut se le rappeler tout de même. Et je n'ai pas besoin d'insister sur ce qui a été au cœur du quinquennat précédent, sur la question de la déchéance de la nationalité, ce qui n'a tout de même pas fait progrès. Alors, ce qui à la fois a mobilisé énormément dans toutes les strates de la société, parce qu'on touchait là à un principe fondamental, mais qui en même temps a laissé un certain nombre de miasmes, si j'ose dire, qui n'aident pas aujourd'hui à la mobilisation. Puis je voudrais tout de même vous rappeler aussi autre chose. On a échappé à quelque chose de très dur il y a quelques mois. Je vous rappelle que le programme du Front National, c'était de diviser par 10 l'immigration légale. Le programme de Fillon, c'était de diviser par 2 l'immigration légale. Là, il y a une différence aujourd'hui dans les propos du président de la République. Je remarque que c'est le premier président depuis longtemps qui a un discours positif sur la question de l'accueil des réfugiés. Le problème, c'est que, évidemment, le discours
se trouve contredit sur le terrain par des actes. Qu'en réalité, le prochain projet de loi sur asile et immigration, il va porter sur la réduction des délais pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il y a sur notre territoire un certain nombre de personnes en situation irrégulière depuis des années et qui sont oubliées de tous. Et en réalité, celles-là ne repartiront pas. Et le combat qu'on doit mener, c'est de dire au pouvoir que nous devons, il doit être courageux sur cette question et régulariser des gens qui sont aujourd'hui dans une situation de non-droit. Il est nécessaire pour s'émanciper de procéder à ce qu'on appelle une sortie du religieux. Se libérer de toutes les pesanteurs dogmatiques, idéologiques, religieuses, qui seraient à même d'être des facteurs de division. Le fait de séparer des gens en fonction de leurs origines, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, c'est l'apartheid. Mon collectif s'appelle Collectif des musulmans progressistes et laïcs. Mais c'est parti d'un constat que, comme citoyen français à part entière, on ne parvenait pas à se faire entendre sur les débats, notamment les débats autour de la religion musulmane, qui étaient faussés avec une dualité, avec d'un côté soit des militants intégristes, soit de l'autre côté des militants d'extrême droite. Et nous, on est confrontés, je vous le dis très honnêtement, à une partie du camp laïque pour qui le combat contre le fascisme islamiste, c'est une croisade contre les musulmans en général. Et dans le camp laïque, l'extrême droite a tendance à s'y engouffrer avec un mouvement laïque qui considère que les clivages ont tellement explosé que finalement, bon, ok, on ne veut pas du Front National, mais alors d'autres groupes d'extrême droite, c'est pas si grave. L'islamisme est une forme de fascisme que nous combattons, qui utilise notre religion, nos cultures à des fins obscurantistes, des extrémistes dont le courant idéologique puise dans les thèses d'extrême droite. J'ai aussi conscience qu'une partie de l'extrême droite instrumentalise la laïcité et la détourne de ses beaux objectifs pour en faire une croisade contre les Arabes, contre les musulmans, contre les Noirs, contre tout ce qui est basané, étranger, contre l'autre. L'extrême droite, l'Occident n'en a pas le monopole. Il y a des formes d'extrême droite sur chaque continent, dans chaque pays, dans chaque origine. C'est à nous de faire en sorte à ce que bien, les progressistes, les laïcs, les gens qui sont épris de liberté individuelle et collective puissent être majoritaires et qu'on ne laisse pas des obscurantistes haineux donner les grilles de lecture des périodes difficiles que nous vivons dans le pays et puis un peu partout en Europe et dans le monde avec la multiplication des attentats islamistes notamment. Lutter contre le racisme, c'est porter un projet de société où chaque individu est considéré à égale dignité, indépendamment de ses appartenances d'origine. Certains essaient d'enfermer la notion d'antiracisme dans des catégories, alors que le principe même de l'antiracisme, c'est l'universalisme. Rejoindre une organisation antiraciste, c'est déjà commencer à se structurer politiquement et donner un sens à sa personnalité d'homme ou de femme, à son parcours de citoyen, conscient de ce qui les entoure. Le militant antiraciste, ce n'est pas celui qui, lorsqu'il est touché dans son identité singulière, se révolte. Le militant antiraciste, c'est celui qui est capable de se révolter, de s'indigner quand l'identité singulière ou la sensibilité d'autrui est visée. Quand un juif se fait insulter, je me sens juif. Quand une femme se fait insulter, je me sens femme. Quand un noir se fait insulter, je me sens noir.
Le défi auquel on est confronté, c'est aussi la capacité du camp antiraciste à réinstaurer un rapport de force massif pour que les responsables politiques se disent qu'il est plus pertinent de se situer dans une filiation antiraciste et dans une logique antiraciste plutôt que de jouer dans des choses qui peuvent être extrêmement douteuses assez rapidement. Et ce rapport de force, évidemment, c'est quelque chose qui se construit par le terrain. S'il n'y a pas de comité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action sur le terrain, qu'il n'y a pas de vigilance locale, qu'il n'y a pas de dynamiques qui sont mises en œuvre de façon visible pour les populations, de fait, le combat ne peut pas être remporté. Un des objectifs des SOS Racisme, c'est faire en sorte qu'on soit dans une république métissée. L'égalité, l'égale dignité de chacun d'entre nous dans la société française, que ce soit quelque chose de réel et d'effectif. L'idéal de fraternité et d'égalité qu'on défend à travers cette vision universaliste est pour nous quelque chose d'essentiel puisque c'est le garant de la cohésion nationale et c'est pour nous ce qui permettra à la société française demain justement de trouver en son sein les énergies qui feront qu'elle arrivera à se développer, à prospérer, le tout évidemment dans le vivre ensemble. La particularité de SOS Racisme, c'est de savoir allier l'action locale, mais aussi une aventure collective de jeunes et de moins jeunes qui, sur l'ensemble du territoire, partagent une même conception, un même idéal, une même envie de faire bouger les choses et d'avancer vers l'égalité. S'engager pour SOS Racisme, en réalité, c'est s'engager pour les valeurs de la République. Les femmes, les hommes, les jeunes qui sont à SOS Racisme ne se satisfont pas de l'état de notre société. SOS, c'est l'organisation antiraciste historique qui garde suffisamment de crédibilité sur ce terrain sinueux pour mener ses combats et donc défendre en définitive ces valeurs qui sont intimement liées à la République, à son esprit et à la démocratie. Jusqu'à un passé récent, le débat était clair. Il y avait des racistes, qui étaient plutôt ce qu'on appelait des autochtones, et des victimes de racisme qui étaient plutôt des allogènes, c'est-à-dire des gens qui étaient fraîchement arrivés sur le territoire national. Il y a une évolution. Et il y a une évolution qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a parfois des victimes de racisme qui peuvent eux-mêmes générer du racisme. Face à ça, il faut à la fois éduquer, faire de la pédagogie, sensibiliser dans la société de manière générale, mais aussi former les militants pour qu'ils puissent là aussi comprendre la nature du combat antiraciste. Je suis française mais née à l'étranger en Inde, donc du coup je n'avais pas vraiment cette culture politique, ce qui se passait en France. Donc une fois que je suis arrivée en France il y a à peine 3 ans, donc j'avais pas vraiment cette culture, j'étais un peu perdue au niveau des connaissances et je me suis dit adhérer à SOS Racisme et avoir un petit bagage politique, ça pourra me servir et aussi pour pouvoir lutter contre le racisme et la discrimination. C'était ma première université d'Automne, je repars avec plus d'idées, plus d'informations, plus de connaissances. Ça me donne des outils en plus pour faire monter mon comité, pour faire monter des mobilisations, des manifestations. C'est très enrichissant. Il ne faut pas avoir peur de montrer ses idées, de se mettre en avant, de mettre au grand jour ses ambitions. Ce qui a été vraiment bénéfique au cours de ces universités d'automne, c'était de pouvoir échanger avec les autres comités, de pouvoir échanger des idées, voir comment ils se mobilisent dans les autres villes, voir ce qu'ils font et pouvoir s'inspirer pour avoir des idées pour notre comité à nous. J'ai appris beaucoup de choses, donc je suis assez contente et je pense que je vais plus pouvoir aider les autres maintenant. Et ça me donne encore plus envie d'agir parce que quand je vois tout ce monde qui se réunit pour la même cause, pour aider les autres, pour défendre des idées et des valeurs, je trouve ça vraiment super. Enfin, c'est magnifique. Je repars avec l'envie de continuer et de faire avancer tout ça. Évidemment, mais l'essence même de notre activité quand on est responsable, porte-parole, bénévole, militant d'SOS Racisme dans un territoire, c'est d'une part d'être au contact d'autres pour parler d'antiracisme, de l'association, des activités. La force d'un réseau national, c'est aussi de s'alimenter les uns et les autres, d'être en capacité de faire des échanges de pratiques, de savoir-faire. SOS Racisme, oui, on fait en sorte que les gens puissent vivre les uns avec les autres et on n'est pas dans des chapelles ethnicisées comme on voudrait nous faire croire que cela devrait être soit le destin de la France du point de vue de l'extrême droite, soit le destin de l'antiracisme quand on regarde certains groupes qui se présentent sous une forme de radicalité. Donc
c'est la fraternité qui est révolutionnaire, c'est la fraternité qui est radicale. Ça n'est pas le fait que chacun soit dans sa case, parce que finalement, le mouvement qui consiste à être dans sa case et à être avec celui qu'on reconnaît comme étant le même que soi-même, mais ça ne demande absolument aucun effort. Les discriminations et le racisme perdurent, mais bon, moi je suis très confiant. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très dur, qu'on est dans un contexte de résurgence du communautarisme, d'émergence de l'intégrisme religieux, mais tout cela, me semble-t-il, reste encore marginal tant que des associations comme SOS Racisme mènent le combat du vivre ensemble, le combat de l'effectivité des valeurs républicaines.